Bonjour à tous, bienvenue à notre podcast des CSF. Donc aujourd'hui, on a comme invité Timo Damoin, que je connais quand même depuis plusieurs années. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Ouais, je t'en prie, Louis Xavier, ça fait un plaisir. Ça fait quasiment 4 ans hein, Ouais. qu'on, qu'on, qu'on chasse un peu. Oui. Puis, dans le fond, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux faire un petit résumé de ton parcours? Ouais, donc moi c'est Timo, donc j'ai eu une maîtrise en ingénierie financière. Ça fait 8 ans que je suis au Québec et je venais de la France, donc j'ai travaillé beaucoup dans les marchés actions, sur les dérivés actions. J'ai travaillé à Paris, New York, Montréal. Et surtout Montréal dans un fonds de pension. Donc j'ai travaillé sur la partie dette immobilière, le financement des constructions de tours de condos de plus de 40 millions de dollars. Donc je faisais les achats de devises sur le marché d'échange également. Et depuis 3 ans, j'accompagne les particuliers à augmenter leur patrimoine en essayant de leur apporter plus de valeur dans un cheminement financier qui soit adéquat avec leurs objectifs et leurs besoins, que ça soit sur le court et le long terme. Donc c'est ce que je fais présentement et je travaille avec Louis Xavier dans cette optique. Excellent. Puis, comment que ça s'est passé de ton côté? Tu sais, avant, tu faisais plutôt des emplois. Par ça, quand tu Ouais. as commencé comme représentant autonome, ça s'est passé comment le virage entre les deux? Ouais, donc effectivement, avant j'étais employé dans l'institutionnel et ce qui a fait que j'ai commencé à penser à aller vers l'emploi autonome, c'est surtout le besoin que je voyais autour de moi de personnes qui comprenaient pas vraiment comment gérer leur patrimoine, comment placer leur argent, comment s'assurer, se couvrir. Donc c'est tout ce besoin-là que j'ai vu qui a fait que je me suis orienté vers l'emploi autonome. Mais je vais être honnête, ça n'a pas été beaucoup difficile parce que j'avais un bon bagage financier et il a fallu juste apprendre un peu plus sur l'éthique, sur la manière de travailler, la conformité. Et c'est ces côtés-là que j'ai dû renforcer pour pouvoir avoir l'opportunité d'exercer dans ce métier. Et c'est sûr que les connaissances m'ont beaucoup aidé, ce qui a permis une transition plus facile. Et surtout quand on est bien entouré, et j'ai eu l'occasion de beaucoup parler avec toi aussi, ça m'a vraiment aidé dans la vision des choses, dans le service à la clientèle, la prudence, s'assurer de bien faire aussi les ABF et pour éviter des difficultés, de voir bien le profil des clients. Et ça, c'est un point qui est super important et que je peux dire que ça a été ce que j'ai appris de plus par rapport à mes connaissances sur le plan financier en général. OK. Mais c'est important, c'est que, comme qu'on a eu des discussions à l'époque, c'est que lorsqu'on fait des fois des stratégies plus spécialisées, il faut vraiment s'assurer que les clients comprennent bien c'est quoi l'engagement, ça peut être quoi les risques associés, pour être sûr justement que on soit toujours dans une relation qui soit le plus possible Tout positif à avec fait. les clients. Bien choisir ses clients pour les stratégies qu'on propose. C'est pas toutes les stratégies qui sont faites pour tout le monde. Donc, c'est Exact. important de choisir vraiment une, une bottine qui fit bien au pied du client pour être sûr de ne pas avoir d'ennuis ou de problématiques. Donc, c'est un point que je juge qui est très important également, là. Ouais, effectivement, effectivement. Ça change tout, ça facilite même la relation et même pour moi en tant que personne, ça permet de gérer les risques en amont plutôt que les faire en aval après quand on a des difficultés. Et même pour son confort personnel, c'est super important de ne pas viser juste le chiffre, mais de la clientèle de qualité qui va être en phase avec ce qu'on veut réaliser pour le client. Puis ça a été quoi tes plus gros défis que tu as eu dans ta carrière? Euh, mes plus gros défis, je peux dire que nous on travaille beaucoup avec les clients, hein. Tu veux dire ma carrière en tant que représentant autonome, c'est ça, hein? Ouais, exactement. Ouais, non, c'est ça, c'est cerner le vrai besoin de client. Parce que certaines viennent et ils vont dire oui, oui, je suis à l'aise avec le risque, il n'y a aucun problème, mais dès que les taux commencent à augmenter, dès qu'il y a des difficultés, bah, on a des appels tout le temps et ça a été un vrai défi de faire comprendre aux clients qu'il faut patienter, qu'il ne faut pas stresser et que peu importe que ça soit la guerre en Ukraine qui a fait beaucoup paniquer plein de clients et de rester
focus sur le futur, de rester concentré sur les objectifs, et c'est ça le plus important. Donc, durant l'année, je dirais début 2023, parce que les taux étaient au plus haut niveau, l'inflation, les difficultés au niveau du portefeuille, et ça a été une période vraiment difficile, et je vais dire que j'ai beaucoup appris de cette période. Mais heureusement, les choses sont rentrées dans l'ordre et aujourd'hui, beaucoup sont vraiment contents, super contents. Ils m'envoient des commentaires tout le temps. Et, et ça a été une période vraiment difficile, mais on est passé à travers aujourd'hui. On a beaucoup appris. Ça permet de pouvoir travailler pour le futur, quoi. Ouais, effectivement, ça a été une période qui a vraiment pas été évidente. Puis après ça, ça permet un peu de tous les clients qui ont su t'écouter, mais aujourd'hui Mhm. sont reconnaissants à cause qu'on Complètement. a vraiment beaucoup de profits dans les dernières années. Il y en C'est a ça. qui ont décidé émotivement de quitter Tout le à fait. navet, mais finalement, il y a eu des pertes potentielles qui étaient C'est ça. presque inimaginables. Tout à fait. Sur 100 personnes, j'ai à peu près eu deux ou trois comme ça, qui ont vraiment décidé de liquider des positions ou réduire des positions. Et ils regrettent. Ils sont revenus en regrettant, mais écoute, c'est la vie. Mais heureusement, la bonne partie a réussi à m'écouter, donc ça a renforcé le lien de confiance. Et beaucoup qui hésitaient, je continue de faire des appels pour leur dire, bah écoute, si tu veux arrêter, c'est le bon moment parce qu'il faut pas attendre quand ça va commencer à baisser pour décider de sortir tes placements. Donc j'essaie de faire le suivi. Et ce que j'ai beaucoup retenu, c'est être présent à tout moment pour le client parce que on a tendance à ne pas vouloir dire les choses qui ne vont pas. Mais c'est super important d'être présent et d'informer les clients au fur et à mesure de l'évolution des choses. Mais je suis 100% d'accord. Puis je l'ai vu, moi de mon côté, je suis quand même une organisation avec beaucoup de représentants. Puis la stratégie qu'on parle aujourd'hui, ben, c'était le préinvestissement. Les gens qui avaient peut-être pas compris la parabole de taux d'intérêt et de Oui. volatilité dans les marchés. Mais j'ai vu des gens autour de moi qui ont fini par avoir même des plaintes disciplinaires. Puis je suis pas mal Oh. sûr que une des raisons principales que ces gens en ont eu, c'est qu'au lieu de faire face puis aider leurs clients émotivement, ils ont Mhm. décidé de se cacher, arrêter de répondre, pas faire des suivis, alors que tous les gens qu'on a bien éduqués, eh ben, Mhm. le fait de toujours être présent, répondre. Dans ma carrière, moi aussi, j'ai eu des appels des fois qui étaient très difficiles. Mhm. Puis après ça, plus tard, le client disait, ben, je suis vraiment très ultra reconnaissant et que c'était vraiment Mhm. réussi à combattre mes peurs puis changer ma façon de voir les choses. Sans toi, ben, j'aurais juste retiré mes placements, je serais allé Mhm. dans des portefeuilles à revenus fixes, puis finalement, j'aurais jamais repris mes gains, même s'il y avait du 4-5% de rendement dans les portefeuilles à revenus fixes, plutôt dans les comptes à intérêt élevé, parce que le revenu fixe a chuté avec justement Bien la sûr. hausse des taux. Mais oui, c'est ça. Même la stratégie 40-60, ça ne fonctionnait plus parce que tout a chuté au bon moment. 40% en revenu fixe et 60 en actions, en fonds d'action, fonds de croissance, ça a même pas fonctionné. Donc effectivement, les revenus fixes ont beaucoup chuté. Et et comme tu le dis, c'est sûr que j'ai eu zéro plainte, ça je peux le dire là. Jusqu'à date, ça fait 4 ans que je travaille, que ça soit au niveau des assurances, que ça soit au niveau des placements, zéro plainte parce que je suis toujours présent pour parler et même dans des difficultés, je t'appelais pour te demander ce qu'il allait faire. Il y avait eu un cas comme ça d'un client qui paniquait. Je l'ai appelé, je l'ai rassuré et ça s'est très bien passé. Et au final, on est passé à Là, travers. c'est que moi, mon sens, c'est que je pense que le rôle du conseiller en sécurité financière, oui, c'est de proposer, de faire les planifications financières, planification de retraite, analyse des besoins financiers. Mais il y a un côté qui est très émotionnel. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui se disent, ben, je vais faire mes investissements par moi-même. Puis dès qu'il y a des mauvaises nouvelles dans le marché, ils décident de liquider leur position. La valeur du conseil est vraiment liée au fait que tu as une personne qui devient ton filtre pour bloquer tes émotions négatives puis t'enligner sur le bon chemin. Donc moi, j'ai eu des clients ils m'appelaient continuellement, puis là, ils disaient, je suis désolé tu sais, de mettre tout mon stress sur toi. J'ai pas de problème. Moi, je vais toujours être présent, puis je vais être là pour t'aider. Puis ça a fait toute la différence. Malgré des fois mes bons conseils, je pense à un cas en particulier qu'il a décidé de vendre son placement juste au début de cette année. Puis son placement était principalement tout
dans du S&P 500, Nasdaq. Oh, Fait que, tu sais, juste potentiellement, c'est un préinvestissement de 250 000. Il a décidé oh de le my God. fermer, mais ça aurait donné au moins 30% de gain, Exactement. approximativement, juste à conserver les actifs. Fait que c'est Wow. des fois, malgré qu'on veut tout faire pour aider la personne à gérer ses émotions, mais il y a des moments, des fois, que les gens n'arrivent pas à le vivre du tout, malgré que dans ma vie, chaque fois que j'avais fait des stratégies de ce genre-là, j'ai jamais fait prendre de décision rapidement à un client. J'ai toujours dit, prends le temps de dormir là-dessus, on va se reprendre un autre rendez-vous. Je vais être Mhm. sûr que tu comprennes tout de A à Z. Je veux que tu me le réexpliques. Je vais t'envoyer les annexes de risques liés à la stratégie. Je faisais tout ce que je pouvais dans mon pouvoir pour m'assurer que la personne, ça décidait d'aller de l'avant, elle comprenait le pourquoi du comment, puis m'assurer que c'est une personne qui avait un long horizon de placement devant elle, qu'elle a un profil d'investisseur croissance, que la personne ne soit pas surendettée. Mais un coup Mhm. que tu as toute cette recette-là, ça devient une stratégie qui est fantastique. C'est ça, mais non, mais il y a une de mes clientes et elle a même mis un commentaire sur un témoignage sur mon site. Elle me dit, elle pourra jamais finir de me remercier. Elle aussi, elle a à peu près 300 000 cette année. Son portefeuille est rendu 500 000 $. Elle a fait, c'est fou comment elle-même, elle n'en revient pas. Elle dit, mais même mon salaire annuel, 2, 3 ans de salaire, je l'ai fait dans les placements. C'est comme, elle est vraiment, vraiment contente. Et moi-même, je possède ce produit, donc c'est pas, je vais pas venir parler aux gens de quelque chose que je ne comprends pas. Je le vis au quotidien, la hausse des taux, je vis les difficultés. Donc, c'est plus facile d'être à l'écoute émotionnellement de mes clients par rapport à ce genre de stratégie. Et ça permet de faire la différence aussi, plutôt que de venir parler à des gens de ce que tu ne comprends pas. Et ça se ressent au niveau du client et c'est ce qui permet de faire la différence, de changer les choses et de faire comprendre à la personne. Et moi, justement, je suis dans plein de groupes hein, où des gens parlent d'action et tout. Est-ce que la plus grosse valeur du conseiller, c'est la discipline? Avec un conseiller, on est discipliné, on est sérieux dans ce qu'on fait et on va atteindre des sommets. Alors que il y en a qui vont te parler, oui, des frais au niveau des fonds, oui, le conseiller me prend des frais, mais quand tu les laisses seuls, c'est que toi, tu mets la stratégie, tu analyses le besoin, tu dis, OK, il te reste, par exemple, un exemple, 2 000 $ par mois que tu n'utilises pas. On va venir chercher 500, le quart pour venir mettre dans le pré-investissement, par exemple. Mais ce genre de personnes, ils ont toujours des choses à faire à côté. Ils vont aller s'inscrire sur Amazon Business pour pouvoir faire des ventes en ligne. Ils vont aller faire des projets à côté qui viennent puiser dans leur stock de liquidités qui existait auparavant, dont tu es conscient avant de mettre en place ta stratégie, et qui au final, ils vont venir considérer l'investissement comme une dépense, alors que c'est un investissement, et venir maintenant avoir des difficultés sur le long terme. Et c'est souvent ça qui est difficile au niveau des clients. On met la stratégie en place à un moment, à un instant donné. Mais les gens changent de décision et c'est pour ça qu'il faut revenir, revoir un peu plus la stratégie. Mais et ça, c'est ça la valeur du conseiller, de venir te forcer, enfin pas forcer la même, mais te conscientiser sur l'importance de ta retraite, l'importance de ton futur, et pour que tu évites d'aller mettre de l'argent dans tout et n'importe quoi, de stresser et de sortir son portefeuille après, quoi. Je suis 100% d'accord avec toi. C'est vraiment la base de tout. Puis des fois, ça finit par être oublié, puis il faut vraiment le rappeler aux clients. Mais c'est ça notre rôle, vraiment. C'est ce côté-là qu'on dit un peu le gardien du client pour C'est essayer ça. le plus possible à faire aucun choix qui est émotif. Mhm. Puis, de ton côté, avec toutes ces années-là dans l'industrie, dans le domaine, c'est quoi le meilleur conseil que tu donnerais à un conseiller en sécurité financière? Le conseil que je donnerais à un conseiller, c'est d'abord de s'éduquer. De s'éduquer. Je vois, tu fais beaucoup de formations. Je les vois moi-même, j'arrive pas à suivre parce que il y en a tellement, ça vient très très vite. Et le secret là, c'est l'éducation. Ben, parce qu'on comprenne les Ray Dalio, les Warren Buffett, tout le monde s'éduque. Je connais beaucoup d'investisseurs immobiliers. Quand il y a des rencontres, ils reviennent toujours à la base pour s'éduquer, peu importe leurs connaissances, pour rencontrer des gens. Il est important d'être connecté, de s'éduquer, et c'est cette valeur-là qu'on va venir apporter aux clients. Le deuxième conseil dont je vais parler, c'est la discipline dans ce qu'on fait. Ne jamais ramener ses émotions personnelles dans la situation financière d'un client, rester concentré, ne pas paniquer quand il y a les situations de la vie, les news,
chose, oui, tel va se passer, tel va se parce que la majeure partie du temps, par exemple, le marché est très très émotif, les gens ils paniquent, ils vendent, ils reviennent parce que les objectifs des participants du marché sont différents. Ok. Il y en a qui vont venir chercher de l'assurance, qui vont venir faire des placements pour gérer leur retraite, il y en a qui ont des revenus fixes, donc les objectifs sont différents, il va y avoir des suites, d'autres vont balancer vers les revenus fixes à un moment donné, vont revenir vers les actions. Donc si votre objectif n'est pas aligné avec les objectifs des autres, il faut absolument pas les suivre et rester concentré sur ces objectifs. C'est vraiment ces deux plus importants conseils là que je peux donner, la discipline, l'éducation. Ouais, c'est deux. La discipline, c'est. Pour moi, je pense que c'est une des raisons principales de mon succès. Puis toujours Mhm. rester curieux. Moi, je me suis C'est ça. toujours. Quand j'entendais une nouvelle stratégie, supposons, v'là longtemps, quand j'ai cherché mon permis en marché dispensé en Mhm. 2016, puis là, on me parle d'action accréditive. Pour moi, Ouais. ça a comme été une révélation. Puis après ça a été un de mes concepts favoris Ok. que j'ai toujours eu une passion, qui est une stratégie qui est extrêmement complexe, mais qui peut tellement aider les clients au niveau de la fiscalité, puis qu'il y a tellement Mhm. peu de conseillers qui sont spécialisés. Donc moi, ça m'a Ok. toujours excité de continuer justement l'éducation, toujours être curieux, puis c'est vraiment qu'est-ce qui nous permet de passer à un autre niveau. Je suis 100% d'accord avec toi. Ok. Puis de ton côté, dans ta business, c'est comment d'ordre général que tu vas chercher ta nouvelle clientèle? Au début, ça c'est une très bonne question parce qu'au début, quand j'ai commencé, ma clientèle c'était par référence. Donc j'avais des références qui venaient de partout parce que les marchés étaient en ébullition en 2021, 2022, ça venait de partout. Et moi, je cherchais plus ailleurs. Donc je recevais des appels tout le temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2022, avec la hausse des taux début 2023, plus de clientèle. Parce que les gens avaient peur de référer d'autres personnes parce que ils sentaient les taux augmenter, il n'y avait plus la possibilité. Donc là, j'ai commencé par faire de la pub en ligne. Mais la pub en ligne, faut savoir quoi dire pour ne pas dire des conneries, pour être vraiment prudent sur ce qu'on dit, parce qu'il y a l'AMF aussi derrière. Donc, et ça a été un gros défi pour moi de faire l'acquisition de clientèle par la pub, parce que c'est des gens qui viennent, qui ne te connaissent pas, qui n'ont peut-être pas confiance en toi, et il faut beaucoup d'heures de séances pour pouvoir les convaincre, certains partent, d'autres restent. Mais en bout de ligne, je pense que ce qui est important, c'est de tisser une bonne relation de confiance, parce que une fois qu'on a la bonne personne, on peut avoir d'autres références encore qui vont venir derrière. Donc, ça a été un gros défi, mais la majeure partie de l'acquisition hors référence de mes clients vient des réseaux sociaux, d'Internet, surtout Facebook et Instagram, où je fais beaucoup de pubs et c'est de là que ça vient. Mais je vais dire que j'ai 70% de références parce qu'une fois qu'un client travaille avec moi, c'est quasiment pour la vie. Hmm. Alors, tu t'assures de donner vraiment un service qui est VIP, puis Exactement. de bien suivre, bien le recommander sur tous ces aspects de la planification financière. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, ça, c'est le fun. C'est vraiment le fruit du travail, voir vraiment les résultats, puis la croissance. Mhm. Toi, de ton côté, c'est quoi qui te motive le plus dans ce travail-là? Faut dire que j'aime voir les gens faire de l'argent, j'aime voir les gens être heureux, et moi c'est ça qui me drive au fait. Dès que j'ai un appel et que la personne me remercie, franchement ça me drive même plus que ce qu'on se fait comme mission en tant que conseiller. Le merci du client, c'est vraiment ça qui me motive. J'ai travaillé longtemps dans les chiffres, donc que ça soit 1 million, 2 millions, c'est pas des choses qui me font peur, mais plus je vois la croissance au niveau de la personne, qu'on est parti il y a 4 ans à faire en 60-70% sur les 3 dernières années, ça m'émerveille énormément et je pense que c'est mon plus grand motivateur, voir les gens évoluer. OK. Fait que c'est vraiment voir les, les- la clientèle évoluer, grandir, puis après ça, de ton côté, naturellement, ça t'aide à continuer à avoir de la croissance dans tes revenus. Mais le but Tout à premier, fait. naturellement, c'est d'aider les gens autour de toi. Exactement, exactement.
Et Puis, pour revenir là-dessus, excuse-moi avant de continuer, j'ai longtemps cherché ma voie et j'ai toujours voulu faire du service, aider les gens. J'ai eu du mal à me retrouver. Je savais même pas que dans le domaine de la finance, ça aurait été possible à un moment donné. J'ai cherché que ça soit de la politique, que ça soit le bénévolat communautaire pour pouvoir venir apporter de la plus-value aux gens. Et finalement, je me suis retrouvé dans ça en aidant autour de moi les gens. Et ça, franchement, ça me rend vraiment heureux. là, quand c'est une bonne mission. Puis le point que je voulais revenir tantôt, ça m'avait sorti de la tête. Mais je pense que tu as mentionné un point que moi j'ai toujours dit dans mes formations, que c'est important d'avoir les produits nous-mêmes, ceux qu'on propose à nos clients. Donc tantôt tu Mhm. faisais l'exemple, tu disais, ben moi-même j'en ai des préinvestissements. Donc je l'ai vécu, la hausse des taux, j'ai vécu la diminution de mon portefeuille. Moi, ça a toujours été une partie que j'ai toujours essayé d'éduquer les représentants. Il y a beaucoup de gens qui sont des conseillers en sécurité financière, qui vendent de l'assurance, qui vendent des placements. Aucun placement, aucune assurance. Comment tu vas être en mesure de faire des propositions d'investissement d'assurance à des clients si tu n'en as pas toi-même? Pour moi, j'ai de la misère à comprendre ce point-là. Toi, c'est quoi ton opinion là-dessus? Mais non, je suis totalement d'accord avec toi parce que il y a des choses, on peut pas l'étudier de manière théorique. Il faut le vivre. Tu comprends? Et c'est la vie est ainsi faite. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'enfant ne peut pas savoir qu'il faut aller à la garderie, il faut gérer son temps, il faut bien planifier son temps par rapport à ça, aller chercher les enfants après. Qui n'a pas eu d'enfant, qui va à l'école, ne peut pas comprendre les challenges, les défis qu'on va avoir par rapport aux situations en milieu scolaire. Donc, ces événements-là, même si tu l'étudies dans les livres, tu pourras jamais le maîtriser. Donc, c'est pour ça qu'il est important de vivre le placement, de vivre les hausses, les baisses, avant de venir. Il ne s'agit pas de juste de voir le profil de la personne. Et surtout, c'est vivre les moments difficiles, c'est ça qui renforce le plus. Parce que quand on n'a pas vécu des moments difficiles, on exagère surtout. Donc, on peut dire, oui, telle personne, je veux le mettre dans le S&P. Maintenant, là, dès qu'un client parle, je peux savoir si la personne a une vraie tolérance au risque, comme la personne dit, tu vois. Parce que certaines fois, ils vont t'annoncer des choses, mais c'est pas vrai, là. Dès qu'il y a une baisse, ils vont t'appeler, ah, je comprends pas, mon portefeuille a baissé. Je suis comme, tu m'avais dit que tu as une tolérance au risque, donc pourquoi non? Mais ça, vive la chose et ça permet de comprendre directement les moments difficiles que peuvent vivre les gens et de rester empathique surtout quand les situations difficiles arrivent. Parce que les gens, souvent, n'ont pas nécessairement le même niveau de connaissance que nous. Puis, ils ont Exactement. besoin qu'on les guide dans leurs émotions, dans le suivi de leurs objectifs. Encore une fois, on le répète, mais ça devrait être un des rôles principaux du conseiller en sécurité financière ou des spécialistes dans notre industrie. Ouais. Non, mais je pense qu'on devrait tous faire de la psychologie avant de commencer par travailler parce que Ouais, c'est ou sinon, on finit par, presque avec toutes les années que je suis dans le domaine, j'ai sûrement fini par avoir une éducation avancée en psychologie. ah, Puis, mais complètement. là, c'est ça, c'est tellement, on transige avec tellement d'humains, d'émotions différentes. Euh, c'est sûr que pour être dans notre travail, je pense qu'il faut vraiment aimer l'être humain puis être en Ah, mesure de complètement. tisser des liens, parce que sinon, ça va être difficile, là. Mhm, mhm. Puis de ton côté, c'est quoi tes objectifs pour le futur? Ah, écoute, même aider le plus de monde, je me donne pas beaucoup d'objectifs. Moi, personnellement, je me donne pas beaucoup d'objectifs chiffrés, mais paradoxalement, je fais du chiffre. Donc, c'est vraiment à être heureux de ce qu'on fait et venir aider plus de monde à venir bénéficier de la connaissance qu'on a et du sérieux qu'on met dans notre travail, parce que c'est ça qui va changer les gens. Et je rencontre beaucoup de personnes qui, à 40 ans, à 45 ans, n'ont rien planifié ça vient vite, le temps passe tellement vite, 15 ans, ça vient comme ça. Et mon objectif, c'est vraiment venir aider ces gens à ne pas se retrouver devant les études des enfants, à ne pas savoir comment gérer cette situation parce qu'ils n'ont pas mis dans le REE énormément. Les enfants sont importants pour les parents ou se retrouver à la retraite sans savoir comment naviguer à travers cette situation, avoir un décès et être malheureux parce que au-delà de l'humain qu'on a perdu, on a perdu aussi des moyens de vivre au quotidien, on a perdu des moyens de subvenir à ses besoins.
Et c'est vraiment venir apporter ce plus-là individuel au niveau des personnes qui sont autour de nous et qu'on rencontre. C'est ça mon objectif pour les années à venir et être de plus en plus impactant pour aller toucher le plus de monde possible. OK. Puis dans le fond, les façons que tu vas y arriver pour aller chercher le plus d'influence possible, je vois que tu fais aussi du contenu. Je vois C'est ça, également que tu en publies constamment. De ton c'est côté, ça. est-ce que tu vois que ça a amené des effets positifs à ta business d'être plus présent dans le contenu? Je pense que ça donne de la crédibilité. Parce que quand on rencontre quelqu'un et on raconte, on lui dit des choses, bah, la personne se dit, mais bon, qu'est-ce que tu connais vraiment? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Pourquoi je vais avoir confiance? Mais une fois qu'on commence à énoncer des notions dans les contenus, la personne s'éduque même des fois avant de t'approcher, de savoir que tu es connu. C'est pas quelqu'un qui est en cachette, qui va venir me crosser, me prendre mon argent. On sait pas ce qu'il va en faire. Donc, une fois qu'on commence à évoquer des contenus, des notions qui sont intéressantes, la personne se dit que oui, je suis dans la main de quelqu'un qui connaît ce dont il parle et qui va pouvoir venir m'aider. Donc, directement, les gens ne vont pas m'approcher parce que j'ai des contenus, mais suite aux publicités que je vais faire, la personne va pouvoir venir sur ma page, voir si j'ai une petite notion de ce que je raconte pour pouvoir venir travailler avec moi. Donc, là où ça m'aide, c'est la crédibilité que ça me fournit avant d'avoir des contacts avec les prospects que je vais devoir rencontrer dans le futur. Ouais, parce que des fois, les gens, ils peuvent penser que ça va donner des résultats immédiatement. Puis C'est ça. c'est pas le cas. C'est vraiment, moi, je pense que c'est encore le même principe. La personne qui va être constante, puis qui va faire du contenu vraiment sur du long terme, va finir éventuellement, d'après moi, à gagner, puis même avoir des résultats qui vont venir vers eux automatiquement. Mais définitivement, c'est toujours un. Mais moi, je pense que je suis d'accord avec toi. C'est vraiment de la crédibilité, puis C'est créer ça. une image de marque qui est reliée à notre personne. Mhm. Puis un peu, je vois que toi aussi, tu sais, dans le passé, moi, je faisais des VSL. Puis je vois que toi aussi, tu appliques des stratégies avec vraiment un mécanisme de compte pour que les Mhm. gens, premièrement, s'ils décident de te contacter ou prendre rendez-vous, ben, idéalement, c'est ils t'ont déjà vu en vidéo, ils ont déjà vu du C'est ça. contenu. Donc là, quand tu parles avec les gens, ça donne vraiment une expérience qui est différente. Est-ce que tu peux en parler de ton côté? Comment toi tu vois ça? Oui, non, je suis totalement d'accord avec toi parce qu'il faut comprendre que une personne qui vous rencontre peut avoir des doutes. Et c'est pas la personne qu'elle va rencontrer. Donc, peut avoir des doutes, peut vouloir penser à se décider. Et pour gagner du temps, parce que pour éviter 3, 4, 5 rencontres, les VSL permettent à la personne de savoir ce que vous racontez dans ce que vous dites. C'est pour ça que quand les clients viennent, des fois, je leur demande à la fin, dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu vers moi? Vous avez décidé de prendre rendez-vous, de faire cette entrevue avec moi. Et les clients me le disent clairement. On voit à travers les vidéos qu'on a dû écouter avant de se rencontrer que tu maîtrises ce que tu dis et que tu comprends ce que tu dis. Et c'est important pour eux d'aller vers quelqu'un qui va venir les aider. Dans la stratégie d'acquisition d'un conseiller, faut comprendre que c'est du travail à temps plein et il faut travailler. Faut pas penser qu'on va. C'est pas un jeu, c'est une passion, c'est une vie, c'est un vrai travail. Like, c'est un vrai travail. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu réussir dans le domaine. J'ai pris ça au sérieux comme travail. Et c'est pas quelque chose qu'on va venir faire dans ses heures perdues et penser que ça va donner un résultat. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et même une fois on est arrivé à un niveau où on pense qu'on a de la clientèle, faut jamais lâcher l'affaire. Faut aller chercher à travailler encore plus. Et ça aide. Et à travers les contenus, c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il faut qu'on serve notre client, il faut qu'on soit présent, il faut qu'on écoute. Mais il faut pouvoir se dégager du temps pour pouvoir apporter du contenu positif. Et c'est ça qui va venir avoir. C'est comme un effet multiplicateur qu'on aura à long terme et qui va vraiment nous relancer. Là, je suis d'accord avec toi. Faut prendre le temps. Tu sais, nous, on a parti notre initiative de notre podcast, là, presque déjà. On va bientôt être presque à une demi-année, d'après moi. Puis nous, on fait Nice. vraiment au moins un long vidéo de 30 à 45 minutes par semaine qui Mhm. sort, plus un short par jour. Donc, ça prend une dédication. Naturellement, ça coûte de l'argent aussi, parce que nous, on paye une firme qui fait tout notre montage vidéo, qui fait les Ouais, effectivement. publications. Donc, c'est pas gratuit. Puis, je pourrais dire qu'à l'heure actuelle, ça donne pas vraiment de résultats.
Mais ça arrive par contre des fois que l'autre fois, j'étais juste dehors, je parlais avec un collègue. Finalement, il y a une conseillère qui a arrêté. Hey, salut, je te vois dans tes vidéos, bon travail. Fait que tu sais, juste là, ça démontre que le message finit par se rendre. Mhm. Puis c'est ça qui me rend heureux. Donc moi, de mon côté, ben, l'objectif, c'est juste que je vais pas l'arrêter le contenu. Je vais continuer, Mhm. continuer, continuer. Il Puis faut. ouais, c'est comme toute chose, hein. Puis le point que je me demandais, tu sais, t'as toujours été quelqu'un, toi, qui est beaucoup travaillant. À quoi que ça ressemble tes horaires typiques? Honnêtement, je suis la personne sur ce plan, le seul plan où je suis le moins discipliné, je te dis. C'est Non, mais là, que, on pas les vraies choses. ouais, non, non, mais là, je vais vous dire, vraiment, là, c'est vraiment au feeling, mais je vais me lever, je vais avoir beaucoup de pauses, mais je vais commencer peut-être je vais finir les enfants, prendre mon café, et peut-être commencer à travailler à 10 heures, 10 heures, prendre une pause vers 5 heures, aller chercher les enfants et revenir, attendre un peu, même dans la soirée, ça peut m'arriver de reprendre vers 8 heures et refaire des choses, revoir certaines choses et avant d'arrêter, quoi. Donc, je me donne pas forcément des grilles chaque jour. Et ça, je pense que je peux encore l'améliorer parce qu'on a tous des points d'amélioration au quotidien et je suis quelqu'un qui cherche à m'améliorer toujours. Le fait de ne pas aller directement au bureau, de travailler des fois de chez moi, fait que je vais pas me positionner comme à 8 heures ou 9 heures et finir à 5 heures. Je vais avoir des cycles qui vont varier un peu de jour en jour, mais globalement, ça va être de 10 heures à 5 heures. Avec une petite pause pour le déjeuner et pour le déjeuner, pour le lunch. Et ensuite, après, je vais chercher les enfants et reprendre, quoi. Ok, ok. Fait que tu Donc fais des voilà. rendez-vous de soir également. Oui, je fais, ben, sûrement parce qu'il y a beaucoup de nos clients qui vont venir, qui vont travailler dans la journée, ça peut arriver. Donc oui, je vais faire des rendez-vous de soir entre 6 heures et 7h30. Ok, c'est ça. Fait qu'on se fait un 6 chiffre heures et de 7h30. soir. Ouais, c'est Sauf normal, le là, c'est un vendredi arrière. soir. Je fais ça de lundi à jeudi, mais pas le vendredi soir. Ouais. Mais le vendredi, de toute façon, par expérience personnelle, la plupart du temps, les clients disent ah oui, je vais prendre un rendez-vous, puis ils se présentent pas. Fait que Ah, mais c'est. c'est ça. Ben, je trouve que de toute façon, moi aussi, mentalement, je trouve que le vendredi soir, quand t'as fait une grosse semaine, tu sais, moi, quand je regarde mes journées normales, je pense qu'il n'y a pas un moment de la journée que je parle pas au téléphone. Fait que, tu sais, C'est je dois ça. faire un bon 10 heures par jour. Je parle Ouais. au téléphone 10 heures de temps. Après ça, ma conjointe a dit, elle a envie de parler, etc. Mais j'arrive à parler, mais je suis tellement dans un mentalement brûlé parce que j'ai parlé toute la journée au complet. Non, c'est clair. Et je pense que le vendredi, j'ai dû commencer par annuler après 5 heures, ne plus prendre personne parce que les gens, ils te font croire qu'ils vont être présents et après, ils s'en viennent pas, tu vois. T'es comme, ok, bah, à un moment donné, j'ai arrêté de prendre les gens le vendredi soir. Et les samedis, par contre, ça m'arrive de prendre, mais que des clients existants. Les prospects, j'en prends pas les samedis parce qu'ils vont pas se présenter. J'ai pas envie de venir brûler mon temps pour des gens qui vont pas se présenter. Donc pas de prospect le samedi. Et surtout, moi, j'ai une logique où, au lieu de vouloir aller contenter les personnes, les futurs prospects, moi, je préfère nourrir les clients que j'ai actuellement et les chérir que d'aller passer beaucoup plus de temps avec les prospects, tu vois. Donc, je préfère mettre bien la règle des 80-20 là. Je préfère mettre bien ce que je possède aujourd'hui plutôt que d'aller me tuer à la tâche pour quelqu'un qui va venir après. Ok, ok. Fait que bien s'occuper de tes clients actuels. Exactement. Ouais. Puis là, j'imagine qu'avec tu sais, les taux qui commencent à diminuer, l'augmentation des marchés, est-ce que tu commences à revoir ton téléphone sonner comme qui sonnait avant? Beaucoup de références, ouais. Ça a recommencé. C'est fou là, c'est tellement cyclique. J'ai beaucoup de références. Et il faut dire que mon portefeuille est quand même passé quand j'ai commencé de 0 à 20 millions aujourd'hui en termes de placement par exemple. Donc ça fait que avec tous les clients que j'ai pu avoir, oui, je commence à avoir beaucoup plus de références et ça commence à rouler. Mais j'abandonne pas quand même l'acquisition de trafic qui va venir derrière pour ne pas me retrouver à court de personnes à un moment donné. Ouais. Pour pas vivre un peu, un des points qu'on explique souvent dans nos formations, ben, c'est justement de multiplier les sources de prospection, Exact. développer des partenariats, développer des funnels, de travailler avec nos clients existants pour obtenir des références. De ton côté, est-ce que tu as une stratégie en particulier pour obtenir des références?
Je veux dire, de un, ça vient naturellement, surtout côté placement, parce que une fois que ce que je fais, une fois que les gens ont des résultats au niveau de placement, ils veulent faire vivre ça à leur connaissance également. Donc, je vais dire que la plupart du temps, oui, à la fin de l'entrevue, je peux leur dire, écoutez, si vous avez des gens que vous voulez aider vous aussi, que vous voulez voir grandir, n'hésitez pas à me les référer pour que je puisse les aider. Et si vous avez des questions sur la finance ou sur l'assurance, qui que ce soit vous pose une question, n'hésitez pas du tout à me le référer, je vais pouvoir l'aider. Donc, c'est ce que je leur dis souvent et ça aide. Mais il y en a qui naturellement aussi des clients. OK, fait que tu as quand même signifié à tes clients que Bien sûr, tu es ouvert à avoir des références puis que tu es bien prêt sûr. à aider plus de gens autour d'eux. Fait que c'est Ouais, important d'en parler parce que si tu n'en parles pas, ben, les gens, des fois, vont se dire peut-être qu'il est trop occupé, peut-être qu'il ne pourra pas desservir mais plus de oui, bien clients. sûr, il y en a qui pensent ça, ouais. C'est vrai. Et aussi, ce qui est drôle, c'est que certains clients, tellement t'es bon pour eux, ils ont pas envie de te partager, tu vois. C'est comme, ils sont comme, je vais pas donner ça gratuitement aux gens. Et Ouais, c'est vraiment drôle des fois, quoi. ouais, parce qu'ils se disent peut-être que si je réfère d'autres gens, je vais avoir moins de services ou. Exactement. Il va avoir moins de temps Ouais. pour moi, tu vois. Mais Mais c'est. bon, ça se passe bien. Faut passer le message. Hmm, Puis il faut pas être gêné de demander. À cause que les gens, normalement, qu'est-ce que je c'est me suis ça. rendu compte, c'est qu'ils aiment aider. Donc, si tu demandes de l'aide, ben, j'ai envie de continuer à pouvoir bien te servir, puis grandir la clientèle. Puis pour ce faire, ben, j'ai besoin de parler avec le plus de gens possible. Fait que, tu sais, faut pas être gêné de demander de l'aide. Les gens, normalement, si quelqu'un te demande de l'aide, ben, la plupart du temps, tu vas avoir envie d'aider, c'est naturel. C'est clair, ouais. Ouais, c'est sûr. Moi, je le dis, et j'ai lu beaucoup de livres également dans lesquels ils disent de le lire, parce qu'au-delà du fait que nous, il faut apprendre aussi hein, à prospecter, à connaître les gens. J'ai compris qu'il est important d'en parler autour de soi et ne pas hésiter à le faire. De toute façon, c'est pour aider des gens, donc il n'y a pas de honte à aider dans la vie. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas de difficulté à le dire aux gens de ne pas hésiter à en parler autour d'eux s'ils trouvent des gens qui sont dans le besoin de me le dire pour que je puisse les aider. Puis, ce serait quoi pour toi une chose à faire attention quand on est conscient en sécurité financière? Ça, c'est une très belle question parce que c'est ça qui va définir toute votre carrière. C'est de ne pas vouloir obliger un client. Moi, c'est super important là parce que si on fait mal le service, on va le payer plus tard. C'est-à-dire la personne va reprendre ses fonds, la personne va annuler son assurance et on va le payer cher parce que on va devoir repayer tout l'argent qu'on a pris. Donc, il est super important de ne pas forcer, de s'assurer euh, de la communication. Et maintenant, moi, j'enregistre certains des entrevues que j'ai avec mes clients pour s'assurer que ce qu'on a dit correspond parce que des fois, je sais pas si c'est pas intention que les gens mentent naturellement, mais il arrive que quand ils sont dans une situation défavorable, ils vont vouloir mettre ça sur le conseil en disant c'est toi qui m'as pas dit, tu m'as pas informé. Il y a même eu un client qui m'a dit lors de la hausse des taux, tu m'avais même pas dit que les taux peuvent monter de cette manière. Donc je dis mais moi je suis pas un devin. Il m'a dit oui tu m'as dit que c'est un taux variable mais tu ne m'as pas dit que ça pouvait monter de cette manière. Je dis, mais je suis pas un devin, je t'ai dit c'est variable. Donc déjà tu comprends. Et le pire c'est que c'est un client qui avait le niveau 3 du CFA. Donc euh, qui comprenait quand même des bonnes notions en finance. Il m'a dit tu m'avais pas informé que les taux pouvaient monter de cette manière. J'étais comme like, t'as envie de revenir en arrière, mais bon, même si cette information, tu peux pas donner à quelqu'un que, oui, mais tes taux peuvent atteindre 10 ou 20, parce que, écoute, c'est variable, ça veut tout dire, ça veut dire que ça peut aller en haut comme en bas, tu vois. Et c'est ça, et je trouve qu'il est super important de ne pas mentir au client, de dire la vérité, toujours la vérité, et c'est important de le faire pour se protéger soi-même et protéger la personne en face. Et donc, ça c'est super important quand on parle de quelque chose, de ne pas dire toute la vérité sur le produit. Même si des fois, ça peut faire en sorte que ça ne se passe pas bien la vente, mais il faut dire la vérité. Non, c'est qu'il arrive rien pour rien. C'est que C'est ça. t'es mieux que la vente ne se passe pas que C'est ça. d'avoir un client qui a mal compris, puis que plus tard, qui va créer des problématiques. Donc, c'était là mon sens que moi aussi, ça a toujours été l'honnêteté, la crédibilité, dire les vraies choses telles qu'elles sont. À cause que si à la fin de la journée, la stratégie n'est pas faite pour la personne, ben, il n'y a pas de problème. On va proposer autre chose ou on va passer à un prochain client. Mais c'est C'est mieux ça. de ne pas avoir un client
qui a mal compris. Puis d'avoir un client qui est de type, on va dire, contaminant, ça peut vraiment nuire au moral puis la motivation. Tout à fait, c'est ça. Parce que ça va faire des appels tous les jours et ça va pas bien se passer là. Mais c'est stressant, surtout quand tu cares, quand tu penses vraiment aux autres. Ça, c'est pas une bonne chose à vivre. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas d'empathie et que ça peut marcher pour eux. Mais moi personnellement, j'ai beaucoup d'empathie. Je ressens la souffrance des gens, donc je peux pas me permettre de faire ce genre de choses. Je suis exactement comme toi. Moi aussi, j'ai vécu une situation dernièrement, puis j'irai pas dans les détails parce que la discussion est tellement récente que tu sais, la personne pourrait se reconnaître si elle écoute le message. Mhm, Mais ça a vraiment été, je reçois une communication la fin de semaine, vraiment tu sais, une crise majeure, alors que tu sais, c'est une personne de confiance depuis toujours. mhm. Puis là, j'ai arrêté ma journée, mon dimanche pour Wow. passer environ 3 heures à tout expliquer de A à Z, en donnant les réponses, en justifiant les points, etc. Mais ça m'a tellement mis dans une situation que quand une personne, tu sais, essaie en quelque sorte, de dire des mots que, tu sais, quand on sait qu'on est dans une bonne mission, puis qu'on est là pour aider les gens, ben Ah, c'est c'est pas le fun frustrant. de devoir se justifier. Je comprends que tout le monde a le droit d'avoir réponse à ses questions, etc. Mais il y a quand même des façons, des fois, de faire les Ouais. choses. Puis moi, ça a toujours été la crédibilité, l'honnêteté. Puis tu sais, on est dans un monde que c'est tellement plate, mais il va y avoir beaucoup de gens qui vont, une autre parenthèse, des fois qui vont même, dans la jalousie, commencer à donner des mots négatifs sur les autres personnes, faire de la diffamation. Mhm, C'est vraiment comme, moi, c'est tous des points qui sont contre ma façon d'être. Moi, c'est mhm. toujours être dans la bonté, aider le prochain, être honnête, transparent. Puis je trouve ça particulier de voir qu'il y a des gens qui n'ont pas l'air d'aligner sur les mêmes valeurs. Ouais, écoute, c'est pas évident, mais il faut tout pour faire un monde et il va falloir qu'on puisse dealer avec ce genre de personnalité également. Et si on peut s'en séparer rapidement, mais si on peut pas, bah, prendre par exemple, prendre le plus de précautions possible et pour éviter de se retrouver dans ce genre de situation. Mais faut pas t'inquiéter, ça viendra toujours. Il y en a qui n'hésitent pas. Dès que ça leur passe par la tête, là, ils balancent tout ce qu'ils veulent. Après, ils se rendent compte qu'ils ont fait des erreurs et ils veulent revenir vers toi. Ils veulent être comme avant, mais on est des humains. C'est pas facile de faire table rase sur tout ce qu'on nous a fait et revenir être comme avant, tu vois. Et, en tout cas, je comprends. Malgré que j'ai un côté, moi, de mon côté, qui est capable de pardonner, puis de passer au suivant. Fait que ça, c'est une de mes aptitudes que j'ai développées au fil du temps, de me dire, même si une personne pourrait dire des mauvais mots, etc., devant moi, moi, j'ai comme une espèce de miroir qui bloque tout, puis je me dis que je prendrai rien de personnel, puis je Ah, vais t'es juste bon. continuer mon chemin. Mais c'est important, c'est plus Ah, que c'est une qu'est-ce très que je me bonne rends qualité, compte, ça. c'est que plus que tu te rends des fois à une étape supérieure, plus loin, plus que tu vas avoir des gens qui vont essayer de te bloquer dans ton avancement. Je le vis vraiment à l'heure actuelle. Tu sais, on est quand même un disrupteur, on a beaucoup de croissance, on fait beaucoup de bruit, puis là le monde essaie de nous stopper. Fait que c'est. Moi au contraire, ça fait juste me donner du gaz additionnel pour juste continuer, puis me dire que, tu sais, quand il y a une personne qui vous dit ben c'est pas possible, croyez pas à cette personne-là, Ah non, puis je faites, suis faites totalement comme juste, ça. il n'y a rien d'impossible. Je suis totalement comme ça. Et c'est ce que moi j'aime au Canada et peut-être en Amérique du Nord en général, c'est que tu tu n'as pas d'excuses pour justifier ton échec. Tu comprends? Moi, je veux pas avoir d'excuses. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai dû quitter la France, parce que je veux pas me dire que c'est à cause de ci que j'ai pas réussi ça, c'est parce que je suis tel. Je veux jamais penser à ça. Donc, moi, je vais vers l'endroit où je peux faire mes choses parce que je travaille fort et que ça va fonctionner parce qu'on a travaillé fort. Donc, c'est impossible là. J'aime pas entendre. J'aime pas du tout entendre ça. Je veux être le seul responsable de mes échecs. C'est l'attitude à avoir. Mais je te remercie beaucoup, Timo, aujourd'hui. On arrive à notre fin de notre podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation, puis merci d'avoir Je t'en prie. partagé tes conseils, Avec puis un plaisir. peu ton vécu. Bonne journée à Avec toi. plaisir. Merci à toi aussi. Au revoir.